Le Conseil fédéral veut réformer notre sacro-sainte neutralité suisse pour l'adapter au temps de guerre en Ukraine que nous vivons et à une situation internationale extrêmement instable. Plusieurs scénarios sont sur la table. Entre le statu quo et l'engagement auprès de l'OTAN, le plus vraisemblable, c'est un moyen terme un peu flou, la neutralité coopérative, qui traduit bien surtout le fait qu'on ne sait pas du tout où on va aujourd'hui. Mais ne soyons pas trop durs avec la Suisse, parce que si la donne actuelle est d'autant plus compliquée pour elle, tout petit pays sans ressources propres qui a construit tout son modèle politique et économique sur le fait de plaire à tout le monde et de ne fâcher surtout personne, constatons que pour nos voisins européens, c'est tout aussi difficile face au corner que nous impose à tous Vladimir Poutine. A-t-on franchement encore aujourd'hui le choix de ne pas choisir un camp pour défendre des principes, mais surtout notre sécurité? Et en même temps, quel prix est-on prêt à y mettre en matière de pétrole et de gaz et de produits de consommation aussi? Combien de temps nos concitoyens supporteront cet effort de guerre, eux qui ne se sentent pas vraiment en guerre et veulent juste consommer en paix? Combien de temps avant que la Vox Populi n'emporte la voix des gouvernants? On en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur les Monts Bleus. Et bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table. Je commence par vous, Lisa Mazzone. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, d'avoir pris le temps de venir de Berne, où vous êtes bien occupée par l'agenda de rentrée, évidemment. Vous êtes conseillère aux États, sénatrice du Parti des Verts et Vertes, et vous siégez notamment à la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie. L'énergie au cœur du débat politique et de notre débat ce soir. Christophe Blocher, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, ancien conseiller fédéral Christophe Blocher, vous êtes le père de l'UDC dans sa version actuelle. L'UDC dont vous avez fait le premier parti de Suisse, nettement et pour longtemps encore, si on en croit le dernier sondage Tamedia en vue des élections fédérales de 2023. 26% sont prévus pour l'UDC, 10 points d'écart, avec les seconds qui plafonnent à environ 16%, les socialistes et le PLR, 12% pour les Verts. L'UDC dont vous tirez, dit-on, encore les ficelles en coulisses. Philippe Val, bonjour et bonsoir. Bonsoir Laetitia. Quel plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été, Philippe. Magnifique. En tout cas, plaisir de vous retrouver pour toute cette saison. Un petit refresh vite fait. Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. On cite votre dernier ouvrage paru cette année qui regroupe toutes les préoccupations du moment, un dictionnaire philosophique aux éditions L'Observatoire. Et enfin, Frédéric Ancel, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de nous avoir rejoints malgré un agenda aussi extrêmement chargé de Paris. Vous êtes géopolitologue, vous enseignez à Sciences Po Paris et à l'Institut des hautes études de défense nationale française notamment. Vous avez publié il y a quelques mois aux éditions Odile Jacob Les voies IES de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle. Prix du livre de géopolitique 2022. Vous venez de lancer votre propre collection géopolitique aux éditions Presse universitaire de France et préparer les 7e éditions. Rencontre géopolitique de Trouville, un incontournable désormais consacré cette année aux États-Unis. Où va l'Amérique? Bonne question. Et où allons-nous, nous, dans notre affrontement avec Vladimir Poutine? Les sanctions sont de plus en plus contestées en Europe. Est-ce qu'on a raison, Frédéric Ancel, de s'obstiner dans cette voie aujourd'hui? Je pense qu'on a raison de s'obstiner, ne serait-ce que parce que si on ne le fait pas, ce sera, en termes d'exemplarité, une véritable catastrophe. D'abord parce que Vladimir Poutine considérera qu'il n'a pas grand-chose à perdre à poursuivre, pourquoi pas, sa politique impériale. Pour l'instant, c'est l'Ukraine. Demain, ça pourrait être éventuellement la Pologne ou les Pays-Baltes, ou la Géorgie, comme en 2008. Et surtout, lorsque je parle d'exemplarité, Poutine n'est pas seul au monde à mener une politique impériale, nationaliste, revanchiste. Il y en a beaucoup, des hommes d'État ou de gouvernement, ou des femmes d'État ou de gouvernement, dont l'appétit impérial pourrait s'aiguiser, constatant que manifestement l'une des plus grandes puissances économiques, financières, normatives au monde, j'ai nommé l'Union européenne, ne réagissait pas. Et c'est la raison pour laquelle je pense que oui, pour reprendre votre terme que j'assume, on a réellement raison et besoin de poursuivre dans cet effort pour faire comprendre à M. Poutine qu'il ne peut pas tout faire et n'importe quoi. Alors on reviendra au cours du débat sur la question de la puissance européenne, mais Christophe Blocher, sur la question justement de la position aujourd'hui de l'Union européenne et notamment de la Suisse aussi. Vous avez depuis le début contesté justement ces sanctions. Vous les avez critiquées, la Suisse les a adoptées suivant l'Union européenne.
Est-ce qu'aujourd'hui, si on ne les avait pas adoptées, ces sanctions, si on avait fait cavalier seul, est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait justement pas dans la situation dans laquelle on connaît aujourd'hui vis-à-vis du gaz et du pétrole, à votre avis? D'abord, je suis d'accord avec vous sur M. Poutine. Ça, c'est affreux qu'il a fait. Surtout, une grande armée, un grand pays contre un pays neuf. C'est pas petit, c'est neuf. Et puis, c'est encore jeune. Et puis, avec une armée qui est plus faible que l'autre. Et puis, ça, c'est pas la première fois dans l'histoire que c'est la même chose. Nous avons eu la même chose déjà dans la Deuxième Guerre mondiale. J'ai habité à la frontière en allemand, puis je suis né en 1940. Je me rappelle encore, un petit enfant encore à ce temps. Mais la Suisse était dans des difficiles situations comme un petit pays neutre. Et perpétuel neutre, armé, c'est nécessaire, armé, pour protéger le pays. Et puis, on dit en allemand, c'est c'est pour tous les autres sanctions. C'est pas seulement armé, c'est aussi non armé par les sanctions de l'économie, des diplomatiques, etc. Et avec cette position, nous avons protégé notre paix pendant 200 ans en Suisse, dans des situations qui sont difficiles. Et puis je crois que c'est aussi nécessaire pour le futur. Mais nous n'avons pas, par exemple, la Russie. Il faut faire la même chose qu'on a eue. On ne veut pas faire des sanctions, mais on veut augmenter les affaires sur ce niveau. Parce que si on veut augmenter, les autres pays font les affaires avec notre pays pour Russie, par exemple. Et c'est un État exceptionnel. Et puis il faut donner ces petites positions, cette exposition exceptionnelle pour garder le paix, pour les choses diplomatiques, pour arrêter la guerre. Pourquoi? On a deux choses en Ukraine. L'un veut gagner la guerre, peut-être. Mais si on ne peut pas gagner, c'est les négociations. Et puis la Suisse a une exceptionnelle position. Pourquoi M. Biden et M. Poutine, ils ont eu leur rencontre à Genève, dans le petit pays neutre. Et puis ils ont voulu discuter pour le futur, les deux ministres pour les affaires extérieures. Mais après la décision de notre gouvernement, qui a cassé notre neutralité suisse, ils ont dit fini, on ne veut pas plus faire. Pour ça, il faut rester sur notre neutralité suisse, c'est une neutralité exceptionnelle. Mais il y a toujours eu un prix à payer. Là, on ne va pas revenir sur la Deuxième Guerre mondiale, mais on sait depuis que la Suisse a monnayé aussi avec l'Allemagne le prix de son indépendance, que ce n'était pas uniquement son armée qui a dissuadé l'Allemagne de l'envahir. Mais sur la question de est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui, parce que je vous posais la question de est-ce qu'on serait dans une autre situation, est-ce qu'on aurait pu tout court, les Amazones, justement s'affranchir de suivre les sanctions européennes, parce que notre gaz, aujourd'hui, on ne l'achète pas à la Russie directement, on l'achète à l'Allemagne, qui elle l'achète à la Russie. Donc, est-ce qu'on a les moyens, justement, de décider comme ça de notre politique internationale, dépendamment de la politique de nos voisins? On est face à un État exceptionnellement autocratique avec la Russie. Et c'est ça qu'il faut relever. C'est un État qui a décidé de mener une guerre d'agression contre un État souverain
démocratique. Oh, vous avez raison. L'Ukraine qui a choisi la voie démocratique et donc qui s'affranchit du joug de la Russie de Vladimir Poutine. Et puis, on a toute la conséquence avec la réaction de Vladimir Poutine qui, de toute façon, a mis en place au sein de son pays un régime de violation des droits humains, pour faire taire toute la presse, évidemment, la presse, les opposants. Et dans cette situation, la Suisse, elle est dépendante du droit international. La Suisse, si elle veut assurer sa sécurité, elle doit garantir le respect du droit international. D'ailleurs, notre neutralité, elle a de valeur par le droit international. Elle est reconnue par la Convention de la Haye et puis ça assied le principe de la neutralité aussi vis-à-vis de nos partenaires. Et je pense que non seulement pour des raisons de valeur, de choisir qu'à un moment, ce n'est pas le profit qui va dicter les choix qu'on va faire politiquement, parce que j'entends neutralité politique, etc. La seule chose qu'on voit, c'est le choix de certains de continuer de faire des affaires, de continuer d'alimenter des trésors de guerre qui permettent une violation crasse et inacceptable du droit international. Et là, la Suisse doit se positionner clairement. Et je pense, en tant que petit État, que la Suisse a non seulement intérêt sur le plan de ce qu'on défend, sur la démocratie, sur les libertés fondamentales, sur la liberté de la presse, etc., a intérêt à se positionner comme ça, mais elle a aussi intérêt pour sa propre sécurité, parce que la garantie en tant que petit État d'exister, d'être souverain, c'est justement le droit international et la reconnaissance de notre statut, et certainement pas notre armée si on était attaqué par notamment l'armée russe, par exemple. Alors, juste sur la question des valeurs, Philippe Val, c'est vrai que c'est un des grands arguments. Les principes, aujourd'hui, c'est l'argument de ceux qui défendent justement un engagement pour la Suisse, hors sa neutralité. C'est ceux qui défendent aussi un engagement de l'Europe. Or, les valeurs, quand on voit justement la visite récente d'Emmanuel Macron il y a quelques jours en Algérie, l'Algérie qui est un pays dont le gouvernement est assez contestable, quand on voit l'accueil qu'Emmanuel Macron a réservé à l'héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Et là, on parle de quoi? On va en termes de valeurs. Je veux dire, le fait de condamner la Russie nous oblige aujourd'hui à tracter et à pardonner des choses qu'on condamnait d'ailleurs il y a quelques mois. Et là, on passe où le cursus des valeurs et selon quels critères? Ce que vous dites est très intéressant parce que il faut voir deux choses. Il y a un ensemble européen au cœur duquel il y a la Suisse, qui partage les mêmes valeurs. Ce n'est pas tout à fait la même organisation démocratique, loin de là, mais ce sont les mêmes valeurs que l'Allemagne, la France, l'Italie. On a une culture commune et on a des valeurs communes. Et un sens de la liberté individuelle et de la protection de la vie de chacun, du respect de la vie de l'autre, etc. Souveraineté de l'individu. Ce sont des valeurs rares. Démographiquement, quand on regarde, on est assez minoritaire dans le monde. C'est très important. À l'intérieur de cet espace, nous sommes régis par le droit. Même si ce n'est pas un droit communautaire en ce qui concerne la Suisse, c'est néanmoins le même droit, en gros, si vous voulez, qui nous régit. Ça, c'est nos relations à l'intérieur de notre ensemble. Mais nous vivons au monde, nous vivons dans le monde et au monde. Et les pays entre eux ne sont pas... Les relations des pays entre eux ne sont pas régies par le droit. Elles sont régies par la force, ces relations. Elles sont régies par des rapports de force, c'est sans foi ni loi. Autant il y a des lois qui sont instituées pour régir nos rapports entre nous, autant il n'y en a pas. C'est pas l'ONU, c'est rien, tout ça, ça ne compte pas en réalité dans la façon dont, ou très peu aujourd'hui, dans la façon dont les États se considèrent entre eux. Et quand Macron, il ne faut pas confondre la morale et la diplomatie. C'est une très grave erreur. Quand Macron rencontre des chefs d'État qui sentent pas bon, des chefs d'État qui sont des dictateurs, des criminels, etc. Il est obligé de le faire, parce qu'il est au monde.
on fait ce qu'on peut. On ne peut, la France à elle seule, ou même l'Europe à elle seule, ne peut pas contraindre toute une partie du monde à obéir à ses lois. Or, elle doit continuer à avoir des rapports avec, jusqu'à un certain point. Quand ces rapports ne sont plus possibles, on est dans un état pratiquement de guerre ou de pré-guerre. Alors, quant à la Russie, la question des sanctions est très importante, que nous soyons solidaires pour les sanctions. Ça veut dire que nous sommes solidaires pour nos valeurs. C'est-à-dire que nous avons les mêmes valeurs, donc nous sommes solidaires pour les sanctions. Pourquoi ? Parce que les Russes, et ça date pas d'aujourd'hui, ça date déjà du temps de l'Union soviétique, ils traitent différemment les différents pays d'Europe. On l'a vu par exemple avec l'Allemagne pour le gaz. Mais avec leur gaz, c'est un très bon exemple, ils font des conditions à certains pays, d'autres conditions à d'autres, pour nous séparer. Ils ont toujours la volonté de nous déstabiliser et de casser cet ensemble démocratique. Ils font des conditions très diverses de façon à ce que nous ne puissions pas nous entendre entre nous. Donc on a intérêt à passer par-dessus, ils ne font pas payer le gaz russe aux mêmes conditions aux Français, aux Allemands, aux Polonais, aux Hongrois, etc. Ils font des disparités qui font pour nous empêcher de nous entendre. Mais ça, c'est une de leurs armes, ils en ont plein, pour faire en sorte de déstabiliser et de casser cette Union européenne, au cœur duquel, et d'ailleurs, je répète, il y a la Suisse, parce que ces États de droit sont un très mauvais exemple pour les dictatures comme celle de Poutine. C'est contagieux, ils ont peur pour leur pouvoir, et ils veulent qu'on soit déstabilisé et qu'on entre dans le conflit et qu'on s'affaiblisse. Christophe Locher, est-ce que justement la Suisse n'a pas intérêt d'abord aujourd'hui justement être solidaire parce qu'elle en a besoin de l'Union européenne? On voit avec le gaz, très bon exemple, elle achète son gaz encore une fois à l'Allemagne et si on lui coupe les vivres, si justement l'Union européenne avec laquelle on n'a pas d'accord cadre, on a les bilatérales qui sont pour l'instant sur la sellette, si l'Europe n'a pas elle-même assez d'énergie et qu'elle décide de pas approvisionner la Suisse, eh bien la Suisse n'aura rien à dire. Donc aujourd'hui, est-ce que l'intérêt justement de la Suisse, y compris économique, est de ne pas précisément se montrer très solidaire envers ses voisins, à commencer par l'Union européenne? Nous sommes solidaires avec ces valeurs que vous avez dit. Il y a aussi des autres valeurs qu'on n'a pas l'unanimité de l'Europe, etc. Mais en Suisse, on a des valeurs et des valeurs sont protégées en Suisse. Mais regardez les sanctions contre les Russes. On a décidé, on fait la même chose que l'Union européenne. Et puis qui a dicté les sanctions en Europe? C'est les Américains, c'est clair. Aussi, les Américains, ils ont poussé à Berne et nos banques, etc. à dire il faut faire. Pas du tout. Ils ont raison parce que M. Biden a dit avec le commencement de cette guerre, c'est affreux, ces choses que les Russes ont fait, ça ne va pas. Mais, après ça, on ne va pas avec l'armée dans l'Ukraine. C'est trop dangereux avec nos armes nucléaires. Et oui. Et puis, vous voyez, on ne veut pas éliminer les Russes là-bas parce qu'il est trop dangereux. Et puis, qu'est-ce que veut dire pour Poutine? Bien sûr. Poutine, il n'a pas peur des armes. Je comprends. Mais qu'est-ce qu'il faut faire encore avec les sanctions? Qui profite à présent? Moi, je suis un homme économique. Je suis dans l'export. Russe, c'est le numéro 1 qui a, jusqu'à présent, qui a profité. Le prix des sources, ils sont montés. Les prix pour les gaz, ils ont, je crois, en Suisse, 10 fois plus qu'avant. Et puis, Américains, le rouble, il faut descendre. Et puis après, là, il est 40% plus qu'avant. Et puis, le deuxième qui profite, c'est des États-Unis. Parce qu'avec le prix pour l'huile, pour le pétrole, c'est aussi un avantage pour les États-Unis parce qu'à présent, ils ont possible aussi de faire des affaires. Je ne veux pas critiquer ça, mais il faudra d'abord regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, ce n'est pas un moyen pour faiblir les Russes. À présent, ils ont dit qu'il faut faire quelque chose avec des armées, avec militaires. Ils donnent des armes, de l'argent. Peut-être il est tard, je ne crois pas. Aujourd'hui, je lis dans les journaux, les Américains, ils n'ont plus des munitions.
etc. C'est une idée très intéressante et importante, ça c'est vrai. Est-ce que justement la situation de la guerre en Ukraine aujourd'hui, elle n'est pas en train de ruiner l'Europe? Frédéric Ancel, vous nous parliez d'Europe puissance, mais les grands perdants manifestement aujourd'hui de cette situation, c'est l'Europe en premier lieu. Elle est en train de renforcer l'Europe. Non, alors d'abord, pardon, les grands perdants, ce sont un certain nombre d'États d'Afrique et d'Asie du Sud qu'on ne doit pas oublier. Alors si on reste très égocentré sur notre bloc occidental, les deuxièmes grands perdants, c'est de renforcer politiquement l'Europe. C'est-à-dire de renforcer l'Europe. Parce qu'en réalité, l'Europe ne sera puissante qu'à partir du moment où elle acceptera, où elle assumera enfin sa dimension non plus seulement économique, mais ce qui est dans son ADN depuis le traité de Rome de 57. On ne peut pas lui en vouloir de ne pas encore être une Europe politique et stratégique, puisque ce n'était pas dans sa pierre de fondation. Aujourd'hui, M. Poutine est en train de créer l'Europe puissance. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'Europe puissance, il y a l'OTAN. Et la deuxième chose, c'est qu'économiquement, on est en train... L'Europe, la Suisse, tous les pays européens sont en train de gravement s'endetter. Oui et non, parce que s'endetter, bon, d'abord, ça, c'est pas très nouveau. Ensuite, l'argent, pour l'instant, ne vaut pas grand-chose. Et puis de payer pour leurs citoyens un prix très lourd. Alors, c'est pas faux. Et en même temps, je pense que ce serait une vue, si on s'arrêtait là, ce serait une vue à très courte portée. Je veux dire par là qu'on est en train d'organiser ou de se réorganiser de manière à moins dépendre, à moyen et long terme, des énergies russes. Et finalement, et là, je dois dire qu'on est dans la droite ligne de l'effet Covid. On est en train de rapatrier une partie de ce qu'on avait abandonné au profit notamment d'un autre État autoritaire, voire même carrément totalitaire, extrêmement dangereux, qui est la Chine. Donc, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, vous avez raison, ça a un coût. Maintenant, dire que c'est un coût plus important que pour la Russie, je ne le crois pas. Et alors, ça a un coût qui va être très important pour la population russe. Et je dirais que c'est quelque part le seul argument qui pourrait peut-être nous faire douter d'un point de vue humaniste, parce que fondamentalement, il ne s'agit pas de faire la guerre à la population russe, dont une grande partie d'ailleurs n'est certainement pas favorable à l'opération militaire spéciale, entre guillemets, en Ukraine. Mais c'est une autre question. Donc je pense qu'il faut voir plus loin. D'un point de vue efficace aussi, parce que qui dit que la population russe va se retourner contre ses dirigeants, peut-être au contraire se retourner contre la population occidentale. Peut-être. Ou les dirigeants. Alors la vérité, c'est qu'on n'en sait rien, mais inversons aussi le postulat pour le Kremlin. Si on n'avait pas décidé, nous autres Européens et Américains et d'autres États occidentaux, dans les États occidentaux, évidemment, je mets le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, etc., qui nous dit que Poutine ne ferait pas pire qu'aujourd'hui. Et moi, je le crois, je le pense, et l'histoire l'a démontré, notamment au XXe siècle. Donc, je ne dis pas que c'est ma religion, je ne dis pas que c'est génial, mais encore une fois, il faut inverser le postulat. Si on n'établit pas cette politique de sanctions, alors qu'est-ce qu'on fait? Rien, c'est la catastrophe. Tout, entre guillemets, ce sera la guerre avec la Russie, ce sera une catastrophe aussi. Donc je pense que nous sommes sur une ligne de crête qui, au fond, pour l'instant, est la meilleure. C'est le moins mauvais équilibre, la moins mauvaise attitude géopolitique, me semble-t-il, qu'on pouvait adopter face à l'impérialisme de Poutine. En attendant, c'est lui qui tient le couteau par le manche, hein. Parce qu'on l'a vu et on le voit maintenant, c'est lui quand même qui décide aujourd'hui de bloquer Nord Stream 2, soi-disant pour qu'il n'y a plus de gaz qui va vers l'Allemagne et donc possiblement aussi vers la Suisse. C'est du court terme, mais justement, c'est quoi cette politique? C'est une guerre énergétique qui est en train de se faire. Bien sûr, il joue à la fois sur le temps, c'est du chantage nucléaire, c'est le chantage à la peur, avec une évocation implicite de l'arme atomique, alors qu'en réalité, je peux vous le dire, c'est une très bonne nouvelle pour vous téléspectateurs, on sait parfaitement qu'à 4 reprises, lorsqu'il a évoqué implicitement le nucléaire, en réalité, il n'a jamais enclenché une préalerte. Bon, donc, mais n'empêche qu'il essaye de nous faire peur. Il essaye de nous faire peur avec l'envoi de mercenaires un petit peu partout en Afrique, dont certains ont des têtes patibulaires en provenance notamment de Tchétchénie. En réalité, on a affaire à une propagande qui ne coûte pas très cher à ce que j'appelle dans mon ouvrage une grande puissance pauvre ou une grande puissance faible. Elle est riche de son, entre guillemets, riche d'un impérialisme très agressif aujourd'hui au Kremlin. Je ne parle pas de la population russe, mais en réalité, on voit bien que sur le terrain, l'armée russe a déjà subi une défaite stratégique lourde et majeure par mes estimations de ce que justement nous autres Européens étions manifestement capables d'adopter comme sursaut. Et ça a été l'une des grandes erreurs, je pense, stratégiques de Poutine, c'est de mésestimer les Européens justement du fait de valeurs qui sont celles des Européens, qui ont été très bien décrites il y a un instant, et qu'ils méprisent.
et il considère, et j'emploie des termes qui sont utilisés en russe, je l'ai dit en français, comme une Europe dévirilisée, homosexualisée, féministe, qui, dans la propagande poutinienne viriliste, est une horreur. Enfin, c'est parfaitement méprisable dans sa bouche. Et du coup, cette espèce d'idéologie viriliste l'a poussé, Poutine et certainement son entourage nationaliste qu'il a choisi, l'entourage ne choisit rien, c'est lui qui a choisi son entourage, à mésestimer ce que les Européens, et pas seulement les Américains, ce que les Européens étaient capables de faire face à lui, même si, ou justement si, dans un premier temps, ça nous coûte de l'argent. Et ça, c'est très intéressant. Alors, on va poursuivre le débat et notamment revenir sur la neutralité, la question de ce que doit faire la Suisse et ce que veulent faire les Suisses. Mais ça sera dans quelques instants après une courte pause. À très vite. Le point de retour sur la neutralité à l'épreuve de la guerre et du prix du gaz. On continue d'en parler. Et donc, on parlait effectivement de la voix des nations, de ce qu'on veut au gouvernement, que ce soit européen ou suisse. Mais il y a une autre voix qui commence à se faire entendre. C'est celle des citoyens européens, suisses. Et pour l'exprimer, on va écouter cet extrait. C'est le rappeur Booba qui est interviewé, l'interview masquée par le chroniqueur Sall. Ça a été publié sur YouTube le 24 août. On l'écoute. Tu vas à l'encontre de C'est du lavage de cerveau international, mondial. L'Occident. Ouais. Je crois qu'ailleurs, on ne pense pas pareil. Afrique, Russie, Amérique latine. C'est du lavage de cerveau pur et dur. On te fait prendre parti pour une cause qui n'est pas la tienne. Et tu te ranges derrière. Personne ne savait où était l'Ukraine. Le président, c'était un YouTuber. Personne ne se souciait de l'Ukraine. Et tout d'un coup, c'est notre guerre. C'est du lavage, j'appelle ça du lavage de cerveau. On n'a jamais été menacé par la Russie. Pourquoi est-on en guerre contre la Russie ? Voilà, les Amazones, c'est une question, ça. Les gens, effectivement, se sentent de moins en moins. Alors, c'est difficile de l'estimer en Suisse, mais néanmoins, dans le sondage que j'ai cité, le sondage Tamedia, on voit qu'effectivement, il y a une grande prime à l'UDC qui a toujours prôné le non-alignement vis-à-vis de la politique européenne et américaine sur cette question ukrainienne, et que la gronde, vis-à-vis du prix des matières premières qui explose, la question de combien de temps on va tenir, parce qu'on ne se sent pas en guerre, parce qu'on a envie de consommer, et qu'on ne voit pas pourquoi, effectivement, on devrait payer le prix fort d'un effort, d'une guerre qui nous concerne plus ou moins pas. C'est quelque chose qui vous fait peur, Elisa Manzoun? Il y a deux choses à clarifier. La première, c'est que nous ne sommes pas en guerre. La Suisse n'est pas en guerre. Guerre énergétique. Mais la deuxième, qui est importante de clarifier, c'est que cette guerre nous concerne énormément. Elle nous concerne sur l'existence d'États souverains démocratiques, elle nous concerne sur le respect de l'État de droit, le respect de la souveraineté, elle nous concerne pour notre sécurité, l'avenir du droit international, comment on se régit entre les États, et là, elle nous concerne directement. Et on a parlé tout à l'heure du gaz. Il faut être très conscient de ce qui se passe. D'abord, on paye le choix de, malheureusement, avoir traîné dans la transition énergétique, parce que, évidemment, on doit sortir de ces énergies fossiles. On sait qu'on doit le faire pour des raisons climatiques. Et là, ça devient toujours plus évident qu'on doit le faire aussi pour notre souveraineté énergétique. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un investissement dans l'avenir. Parce qu'on est en train d'accélérer des processus de transition qui vont nous permettre d'être plus indépendants et de prévenir d'autres situations de ce type-là. Et tout à coup émergent des projets, des discussions qui avaient de la peine à être majoritaires. Je pense notamment au gisement des économies d'énergie, incroyable, l'énergie la plus propre. On parle du gaz, on peut réduire de 15% de la consommation juste en réglant mieux, en faisant de l'optimisation des chauffages, par exemple. Pourquoi ne l'a-t-on jamais fait? Donc on réalise qu'une ressource est limitée. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit limitée? Et on réalise qu'on a un pouvoir aussi, qu'on peut changer notre façon de la gérer et de l'utiliser. Et là, on est en train d'accélérer des processus qui vont être profitables pour nous du point de vue climatique. Et là, je pense qu'il y a des vrais enjeux de sécurité, en l'occurrence sur le climat. Parce que si ça continue comme ça, les tensions ne vont faire que s'accentuer, les flux migratoires également, évidemment, et la course aux ressources. Mais c'est aussi pour notre sécurité qu'on a tout intérêt à faire cette transition. Mais sauf que vous croyez que les Suisses vont suivre longtemps cette politique-là? Mais les Suisses
c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on disait oui, les peuples, etc. Mais il faut regarder, je crois qu'on n'a jamais eu une si grande adhésion. Il y a une forte cohésion nationale. Et il y a une forte adhésion en Suisse à la condamnation sans embâge de ce qui est en train de se passer, de l'agression, de la guerre d'agression de Vladimir Poutine et de son gouvernement. Et on est dans une situation où, oui, nous disons, nous avons une responsabilité. Nous avons aussi une responsabilité, on en parlait, sur les matières premières. 80% des matières premières russes négocient en Suisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on alimente, nous aussi, le trésor de guerre? Et là, je pense qu'on a une opportunité de mettre aussi un peu d'ordre et de s'orienter vers le futur avec des choix fondamentaux. On parlait de la Chine tout à l'heure. La Suisse doit aussi, et je pense, est en train de le faire, on le voit avec des signaux d'autres partis, des partis bourgeois, on doit revoir notre façon dont on traite avec certains États qui commettent des graves atteintes aux droits humains. Et c'est des discussions qui sont en train d'avoir lieu et qui peuvent émerger grâce à cette situation et qui vont nous rendre plus indépendantes, parce que la course au profit, c'est de toute façon du court terme. Si on veut une politique qui assure nos valeurs démocratiques, l'état de droit, qui assure le respect des droits humains, qui assure l'égalité entre les genres, vous parliez du virilisme de Vladimir Poutine, c'est un des grands enjeux mondiaux, cette question de l'égalité, alors qu'encore énormément de femmes sont dans des situations de misère, terribles. Donc il y a un vrai enjeu, et si on veut faire ce choix-là, c'est maintenant que ça se décide, et on est en train de prendre le virage pour notre avenir. Petite parenthèse, Christophe Blocher, celui qui est à la tête maintenant de la Confédération, Ignacio Cassis, c'était celui qui justement a décidé aussi de la politique qui est actuellement menée, de suivre les sanctions, etc. C'était un homme qui a été élu par l'UDC, donc par vous. Est-ce que vous allez reconduire son mandat l'année prochaine? Est-ce que vous a déçu Non, on ne peut pas toujours dire on peut élire parce qu'il vient d'un autre et puis un autre fait les mêmes fautes. Ça, ce n'est pas lui seul qui a décidé. D'abord, il a juste décidé, et puis le Conseil fédéral, au point de vue de notre ils ont décidé juste. Ils ont dit on fait la même chose qu'on a fait toujours, aussi les situations affreuses, et puis pendant la guerre mondiale surtout. Les jeunes, ils ont déjà oublié. Et puis, on veut rester neutre Suisse. Ça ne veut pas... On n'a justement pas oublié. Et on tire les conséquences des erreurs du passé. Non, ils ont décidé d'abord. Et après, je connais bien qui a poussé. Les Américains, surtout les grandes banques. Les grandes banques ont dit, oh, nous avons peur des Américains et les États-Unis. Et puis en Suisse, c'est clair, les gauches et puis les personnes qui veulent entrer dans l'Union européenne, ils ont dit tout de suite, il faut faire la même chose que l'Union européenne. Et puis on a cassé le principe de notre neutralité. Nous sommes en guerre à présent. Les personnes, pas avec la guerre, avec les armes, mais avec les autres moyens, par exemple les sanctions économiques. Et puis ça, on n'a fait pas toujours, jusqu'à présent, on n'a pas fait. On a dit... On arrête avec notre volume des affaires. On ne veut pas augmenter, autrement il n'est pas neutre parce qu'on veut aider les autres. Et ça, c'est une protection pour la guerre. Et puis c'est aussi Christophe Blocher, c'est notre partenaire principal, l'Union européenne, c'est notre partenaire principal. Est-ce qu'on peut justement décider d'être affranchi? Est-ce qu'on est réellement affranchi de la politique européenne aujourd'hui en Suisse? Notre partenaire principal sont les pays des États-Unis de l'Europe. Je suis dans les affaires. Nous avons 96% de l'export, surtout dans les pays de l'Europe. Ça sont nos partenaires. Et puis l'Union européenne, il ne peut pas faire des sanctions parce qu'ils ne sont pas là. Ils ont seulement dit les pays, il faut faire. Regardez quels pays font les sanctions comme il faut. Votre pays non plus. L'Italie, il a dit non, c'est pas pour la mode, etc. Parce que ce sont les pays. Et je comprends. Et puis je dis encore la même chose. Ce sont les moyens qui ne sont pas utiles pour arrêter la guerre. Et à présent, vous parlez de l'énergie. C'est clair pour la sécurité, mais pour le moment,
c'est pas la première chose de regarder que s'il n'y a pas si beaucoup de CO2 pour le moment, c'est avoir assez de l'électricité. Ça, c'est être la grande catastrophe. Oui, mais alors, vous voyez... Avec votre stratégie, on va mourir parce qu'on n'a pas assez d'électricité. Si on n'avait pas fait la stratégie énergétique, on serait dans une situation de dépendance encore plus grande. Alors, on défend des valeurs en acceptant ensemble des sanctions qui nous coûtent cher. C'est le prix de la démocratie au bout du compte. Parce que si nous et c'est pas fini, ça va nous coûter encore plus cher, parce que comme le disait Frédéric Ancel, il va falloir devenir une Europe puissance, et l'Europe puissance, ça coûte très cher. Ça veut dire de l'armement, ça veut dire de quoi se défendre, parce que démographiquement, nous sommes faibles, donc nous devons être forts face à la multitude des dictatures, des peuples qui sont sous dictature. Et or, par exemple, il y a eu un sujet il y a quelques jours en France, à la fin du mois d'août, quand on a commencé à parler du prix de l'énergie qui bondit, on a dit, mais alors par exemple cet hiver, est-ce qu'il va falloir qu'on refile de l'électricité à la Suisse si nous on n'en a pas assez? Ça a été un sujet, ça a été dans les journaux, on a parlé de la Suisse. On n'en parle pas souvent parce que ce sont des amis qu'on voit rarement dans nos journaux. Pour une fois que la France parlait d'un autre pays. Il y a eu un débat parce que c'est vrai qu'il y a des moments où la Suisse dépanne en exportant un peu d'électricité et d'autres moments où la Suisse est en manque et la France livre de l'électricité à la Suisse. Ils en ont assez. Donc, non mais vous voyez, c'est la vie même de l'Europe. Enfin, c'est le cœur battant de l'Europe. Ce commerce nous oblige. Et même les gens disaient, mais on peut pas ne pas être solidaire de la Suisse. J'entendais ça, on discutait au maquillage avec les différents débatteurs et on disait on peut ne pas être solidaire de la Suisse. Donc c'est évident que la Suisse, ça fait partie de nous. Ça fait partie d'un ensemble européen. Enfin, c'est ce que l'Union européenne maintenant dit clairement. La Suisse ne veut pas jouer le jeu face à nous. Et puis voilà, si si nos caisses sont pleines, d'accord, on partagera. Mais si nos caisses sont vides, on se servira de nous d'abord. Au bout du compte, tout ça coûte très cher. Mais c'est le prix. Je m'excuse de parler, qui peut être une langue de bois. C'est le prix de la paix et de la liberté. Si on ne paye pas, si on ne fait pas ces sacrifices-là, nous allons le payer du prix de la perte de la paix et de la perte de la liberté. Ok, ça c'est les gouvernements. Ok, mais pour l'instant, effectivement, on voit que l'UDC est majoritaire en Suisse. Ça devrait se confirmer aux prochaines élections. En Italie, l'Italie est sur le point de basculer avec un gouvernement qui a la même tendance, c'est Fratelli d'Italia, qui a justement une position très clairement anti-européenne non seulement, mais aussi anti-sanctions, pro-Poutine, pas jusque-là. La France, le gouvernement d'Emmanuel Macron extrêmement faible, avec une très très forte opposition de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, qui eux sont aussi dans une voie de non-alignement sur la politique de l'Union européenne. D'accord, mais cette politique-là, pour l'aujourd'hui, elle n'est pas vraiment tenable à long terme, Frédéric Ancel. D'abord, je rappellerai ce que disait Max Weber. Il y a l'éthique de conviction, l'éthique de responsabilité. Quand on n'a pas encore les leviers de pouvoir, on est dans l'éthique de conviction. On raconte tout et n'importe quoi, comme ça a été entendu tout à l'heure. Bon, donc sur Poutine, sur tout ce qu'on veut. Une fois qu'on est au pouvoir, vous voyez, il y a un principe de responsabilité, et si on veut réellement que l'État aux destinées duquel on prétend présider tienne le coup, on ne peut pas, un peu comme un frêle esquif sur une mer en furie, tout modifier d'un coup. Un État, c'est un paquebot, et un État démocratique, comme l'Italie, c'est vrai pour la Suisse, c'est vrai pour la France, l'a vu avec ce sont des paquebots. On l'a bien vu avec les États-Unis, dont la politique extérieure, en réalité, Trump, malgré tout, varie de très très peu, en réalité, d'un président à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne sais pas ce que fera ou ce que ferait la présidente du parti d'extrême droite d'Italie si elle arrivait au pouvoir. Je ne suis absolument pas convaincu qu'elle modifierait radicalement la politique de l'Italie vis-à-vis de Poutine. Je suis même exactement convaincu du contraire. Et d'ailleurs, vous avez évoqué la France à juste titre, mais en réalité, on a bien vu, au moins en tout cas, à l'extrême droite et dans une partie de la gauche, de la coalition NUPS ou NUPES de la gauche, qu'en réalité, il y avait des frictions et qu'une partie de ces gens-là, finalement, n'était pas si favorable à Poutine et se disait que s'il parvenait au pouvoir, il faudrait s'arranger. Ce qui était déjà plus rond
que ce qu'ils prétendaient il y a encore quelques années lorsqu'ils étaient plus éloignés du pouvoir. Vous voyez, donc je serais moins catégorique là-dessus. Puis dernier point, si vous le permettez, les opinions publiques, en réalité, sont très sensibles et on ne peut pas le... Enfin, on est obligé d'en tenir compte, et peut-être, et nous-mêmes ici autour de cette table, on est très marqués, très convaincus par ce qu'il y a dans l'assiette et éventuellement par ce qu'il y a dans le chauffe-eau, l'hiver. Et là où Vladimir Poutine joue cyniquement, efficacement, je ne sais pas, on verra bien, je ne pense pas. En tout cas, cyniquement quelque chose, c'est évidemment le temps. Le temps que les opinions publiques européennes se disent cet automne ou cet hiver, si tant est qu'on ait un hiver rigoureux, ah mais finalement c'est extrêmement compliqué cette guerre et les Ukrainiens nous coûtent très cher. Je ne crois pas qu'il y ait un renversement de cette opinion. Et jusqu'à présent, on verra bien, mais jusqu'à présent en tout cas, je suis au contraire très agréablement surpris, je vous le dis franchement en tant que vieux géopolitologue, de l'immédiateté d'une part et du caractère massif d'autre part, du soutien aux Ukrainiens qui effectivement n'étaient pas nécessairement plaçables sur une carte par beaucoup d'Européens, mais peu importe, c'est pas le problème ça, avec l'intervention massive et brutale de la Russie en Ukraine. C'est-à-dire qu'on a décidé sans doute pour la première fois depuis 1945, en tant qu'Européens, mais jusqu'à des pays très éloignés. Regardez l'état de l'opinion espagnole. L'Espagne n'a rien à voir avec l'Ukraine, est extrêmement loin de l'armée russe. Bon, eh bien, on a entre 80 et 85% d'Espagnols qui sont tout à fait favorables à des sanctions qui potentiellement leur coûtent déjà cher contre la Russie à cause de son invasion en Ukraine. Jusqu'à présent, et là on n'est pas dans la supputation, on est dans un fait, ça fait 6 mois que cette guerre existe, eh bien personne ne peut nier le fait qu'il y a eu l'évolution, peut-être même la création pour la première fois d'une opinion publique pan-européenne sur quelque chose qui la concerne, allez, on va dire, à l'extrême est du continent. À l'inverse, probablement que Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, n'arriverait pas au pouvoir s'il n'y avait pas justement cette situation-là aujourd'hui. C'est en train de faire basculer quand même des situations dans certains pays d'Europe. Alors c'est l'une des variables de prise de décision de l'électorat, mais qui vous dit que les gens qui vont voter pour elle votent pour elle parce qu'elle aurait une position favorable à la Russie. Vous voyez ce que je veux dire? Ils voient le prix de l'essence et du gaz augmenter. Sans doute, mais il y a aussi beaucoup d'autres critères socio-économiques, mais qui remontent à avant. Souvenez-vous de Salvini. À l'époque où Salvini est arrivé au pouvoir en Italie, homme d'extrême droite, il n'y avait pas de guerre en Ukraine. Et pourtant, il est arrivé au pouvoir. Christophe Blocher. D'abord, je dois dire, l'UDC, ce n'est pas pour Poutine. Et puis, 98% des Suisses, ils sont à côté de l'Ukraine. Avec le cœur, et puis c'est clair, c'est un pays souverain, et puis un pays souverain qui est attaqué. D'ailleurs, c'est surtout pour l'UDC une chose qui était affreuse. Mais la politique du pays, du gouvernement, c'était toujours, il faut rester neutre. Aussi si la cœur à les autres causes. C'était la guerre mondiale. Nous sommes été 90% contre Hitler. Et puis, ça a été affreux, les armées. Mais il faut rester neutre. Il ne faut pas attaquer la guerre. Et puis, il faut regarder avec les négociations sur quelque chose. Parce que nous sommes un pays petit. Et c'est pour la France, c'est compliqué, la Suisse, c'est clair. Et puis, vous ne pouvez pas comprendre, tout le pays ne peut pas comprendre actuellement, et aussi des autres situations qu'on a eues, la neutralité suisse. C'est pour la protection de ce petit pays, et puis nous avons assez à faire pour regarder que nous restions un pays démocratique, libre, contre les bêtises dans l'énergie, etc. Et il ne faut pas attaquer votre force. On va jusqu'où dans la compromission, Christophe Blocher? Dans la compromission, qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas au nom de cette neutralité? La compromission. La compromission, c'est-à-dire que, avec l'Allemagne nazie, on a accepté beaucoup de choses pour justement garantir notre intégrité territoriale. Bon. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on ne va pas revenir. Elle n'était pas sur le chemin. Non. On peut discuter sur cette chose. Oui. On est resté neutre, la neutralité, ça a été accepté. Il y a eu un rapport d'historien. Churchill a eu le grand discours, il a dit que ça a été très bien fait. Oui. Mais c'est clair, on a été entouré par une armée. On n'a pas eu de faire des affaires avec les autres. Alors aujourd'hui, justement, on doit avoir quel type de neutralité qui correspond à la situation aujourd'hui? Parce que là, on a listé plusieurs scénarios. Il y en a un qui... Reste neutre,
Ça veut dire avec l'affaire, le niveau, c'est pas actuel. grand, hein, c'est pas russe, c'est pas très important pour la Suisse. Et mais va pas augmenter, autrement les autres pays font les affaires sur le niveau des Suisses. Et puis dans cette situation, elle n'est pas l'ennemi premier de Russie. À présent, nous sommes sur la liste des ennemis de Russie sur le place 3. Les États-Unis et après Great Britain et puis la Suisse. Pas l'Europe, pas la France. Ils savent pourquoi, parce que ce n'est pas le gros problème. Mais ça, c'est une bêtise. Et puis, nous n'avons plus la possibilité de faire des bons services. Par exemple, après en Ukraine, elle a dit c'est nécessaire d'avoir des représentants diplomatiques en russe. Ils ont dit c'est clair, c'est la Suisse, parce qu'ils sont neutres. Nous faisons la représentation aux États-Unis, en Iran, etc. Et puis Russe a dit non, c'est un ennemi. C'est inutile de faire des choses. Je crois que Lisa Mazzo. c'est plus audible. Ce genre de discours n'est aujourd'hui plus acceptable. C'est plus acceptable. Face à un régime d'apartheid, on ne va pas rester politiquement Pourquoi n'est neutre. pas acceptable? Parce que nous avons des valeurs, parce que nous avons des choix, un choix démocratique. Nous sommes un pays, et nous en sommes fiers, Oui. un pays démocratique, Aussi, oui. un pays qui valorise la diversité, Oui, qui valorise oui. la différence, qui respecte les droits fondamentaux de Oui. chacune et chacun. Face Et à- face à cette situation, il n'y a pas de neutralité. Il y a une neutralité militaire, évidemment, et ça, il ne faut pas en déroger. Et là, je serai sans concession, mais il n'y a pas de neutralité politique. Et c'est déjà une prise de position que de dire « nous sommes neutres, Oui. nous nous en lavons les Pour mains ». ça, vous avez cassé la neutralité Ce n'est suisse. plus audible, Nous ce avons n'est eu pas aussi les acceptable. autres moyens. Mais vous Et croyez, vous monsieur voyez à Lecher, présent, les États-Unis, Vous croyez- Biden vous croyez- a dit devant le Congrès, even Switzerland. D'ailleurs, hein? Vous croyez, Et mais- puis, ça c'est... Mais on n'est pas hors du monde. Mais non. On n'est pas hors du monde. On est au milieu d'une Europe avec laquelle on partage des valeurs. Nous sommes sur On le est au monde, milieu hein. d'une Europe avec laquelle on partage aussi un projet démocratique. Et je crois que c'est un projet qui vous tient à cœur. Et on ne peut pas dire en même temps, nous sommes contre cette guerre, nous désapprouvons cette guerre, nous la condamnons, mais nous ne disons rien. C'est pas possible. Faut pas faire C'est pas rien. possible. Faut Et pas c'est un faire rien. message. Et c'est extrêmement pas faire grave. rien. Ou alors nous ne disons rien. Nous Faut continuons regarder de faire que du la- profit. que- Nous continuons de faire du profit. Ce n'est plus possible. Et je pense que la Suisse, et je pense qu'on parlait des opinions publiques, C'est possible. l'opinion publique Ou veulent pas. suit. Et on voit l'Allemagne, du haut de son histoire, qui dit qu'elle est prête à relever ce défi. Parce qu'il s'agit justement Oui, d'un la moment Suisse n'est historique. c'est pas une unanimité. Juste, avez la si la plus grande Suisse, en France. vous croyez que c'est la sacro-sainte neutralité suisse qui a protégé la Suisse Oui. Eh bien non, parce que C'est si la notre devoir. Suisse, imaginons que la Suisse ait été placée à la place de la Belgique entre la France et l'Allemagne, en 1939, elle aurait été envahie par l'armée allemande. C'était une région, c'est une région géographique qui a protégé la Suisse. Par ailleurs, je voudrais juste dire un petit mot sur les opinions, parce que tout à l'heure vous avez passé un morceau de Booba. C'est le type même de propagande qui touche à la fois une jeunesse, mais pas qu'une jeunesse. Certains types de populations qui sont très très sensibles à ce que disent ce genre de garçons comme Booba, qui sont un mélange précisément de testostérone et de complotisme, et qui sont des choses extrêmement graves, parce que ça marche, ce que dit Booba, sur les réseaux sociaux et tout, et ça fait une partie de l'opinion, et parfois suffisamment, à 2-3% près, ça peut faire basculer une élection. Et là, il faut revenir au travail des réseaux sociaux sur ces questions-là, et des influenceurs, parce que c'est un influenceur, Booba. Et des fois, ça se joue à quelques voix. Et ces gens-là qui sont ce qu'il dit est grotesque. Je tiens quand même à le signaler, quand même, parce qu'on ne l'a pas commenté, mais je voudrais juste le dire. C'est grotesque. Or, c'est quelqu'un qui est très écouté par des millions de gens. Et ça peut faire basculer des opinions.
Alors, ça sera le mot de la fin, parce qu'il est temps de conclure, malheureusement, sur cette question cruciale de la neutralité de la politique de la Suisse, mais de l'Union européenne dans ce temps de guerre énergétique ou de guerre tout court, qui nous concerne tous. Le point, donc, c'est fini pour cette semaine. Merci à tous nos invités et à vous de nous avoir suivis ce soir. Nous, on se retrouve mercredi prochain à l'école pour célébrer cette rentrée des classes. L'école où tout fout le camp, y compris les profs qui ne veulent plus y enseigner. La faute à qui ? À la société qui part en toupie, à nos insupportables enfants, à nous-mêmes, insupportables parents. Eh bien, on en parle mercredi prochain. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine et une belle soirée à vous toutes et tous sur les Monts Bleus.